Bonjour, bienvenue chez moi. Nous sommes dimanche soir et j'ai choisi ce soir de faire une petite vidéo. Une petite vidéo que j'ai appelée de la crise sanitaire, de la critique au complotisme. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, je passe beaucoup de temps sur les réseaux, je lis, je commente, notamment sur ma page Facebook. Et ce week-end, j'ai vu des phrases qui me contrarient parce qu'elles ne sont fondées sur aucun fait réel, sur aucune mesure, sur rien. Et finalement, elles vont dans le sens de ces thèses complotistes qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui. Donc j'ai choisi de vous faire cette vidéo sous deux angles. Tout d'abord, le premier angle suite aux nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre. J'ai choisi de vous faire une approche comparative entre ce qui se passe en France et dans d'autres États de l'Union européenne, mais également en dehors de l'Union européenne, pour vous montrer que les restrictions de liberté qui sont prises en France ne sont pas prises qu'en France. Et dans un second temps, je vous commenterai quelques phrases que j'ai relevées sur les réseaux, des phrases d'amis, de proches, de simples connaissances, mais des phrases qui me contrarient parce qu'à un moment où nous sommes dans une crise difficile, dans un moment très anxiogène, où nous devons faire des choix dans nos activités, où nous sommes obligés de nous priver de certaines passions, de certains passe-temps et de nos proches, à un moment où il y a beaucoup de personnes qui sont encore malades, qui sont en réanimation, d'autres qui perdent leurs proches, je trouve qu'il ne faut pas en rajouter, essayer au contraire d'être bien solidaire dans ce moment que nous traversons. Force est de reconnaître malgré tout, et même si certains n'y croient pas, que la France fait partie des bons élèves de l'Europe. En effet, la France a réduit fortement le nombre de contaminations, puisqu'elle est passée de 820 contaminations par jour pour 1 million d'habitants début novembre. La France est arrivée à réduire, à diviser par 4,5 en un mois ce nombre. Donc je vous passe là un document qui sera mon premier document, qui vous permet de comparer les courbes entre la France et différents États. Comme vous pouvez le voir, l'Irlande a mieux maîtrisé la pandémie. Pourquoi? Parce qu'elle a reconfiné complètement. Donc elle est à 300 cas en 24 heures. Quant à l'Espagne, même si vous voyez que la courbe baisse et qu'elle a baissé jusqu'à aujourd'hui, il semblerait que la situation malheureusement s'aggrave parce que il y a eu à nouveau des levées de restrictions qui ont favorisé la propagation du virus. Donc la pandémie semble repartir dans plusieurs pays, comme en Allemagne. D'ailleurs, Angela Merkel, la chancelière, a pris la parole et a expliqué pourquoi elle devait à nouveau prendre des mesures drastiques. Et comme nous pouvons le voir, ces mesures donc sont appliquées dans différents États. C'est pour cette raison donc, que je vous présente ce document numéro 2, qui vous permet de voir la situation en Europe au 10 décembre. Vous verrez à chaque fois les sources des documents que je vous soumets. Ce ne sont pas des documents français, mais plutôt des documents provenant d'Allemagne ou d'autres États de l'Union, afin que personne ne puisse penser que ce sont des gouvernements que j'ai pu faire. Donc ça vous permettra de vérifier. La plupart des sources proviennent d'un site europe.fr et les autres sources proviennent d'un site Statista qui vous permet justement de voir des comparatifs. Alors en fait, ce que vous pouvez voir à travers ces différents documents, c'est que dans la plupart des États de l'Union européenne, les mêmes mesures ont été adoptées. Par exemple, en Allemagne et en France, le choix a été fait de ne pas permettre la réouverture des remontées mécaniques pour ce qui concerne le ski. Pourquoi? Eh bien parce que tout le monde s'est rendu compte que dans les hôpitaux de proximité, ce sont des petits hôpitaux de province qui n'ont pas la capacité à recevoir de nouvelles personnes. Donc avec le Covid, ces hôpitaux sont déjà pleins. Si les sports d'hiver ont lieu comme les autres années, avec malheureusement davantage d'accidents, les hôpitaux ne seront pas à même de pouvoir gérer ce flux de personnes. Donc cette décision a été prise en France, elle a été d'ailleurs confortée par le Conseil d'État, mais elle a également été prise dans d'autres États. Comme vous pouvez le voir également à travers le document, en Espagne, tous les voyages non essentiels, notamment touristiques, ne sont plus autorisés. L'état d'urgence a été prolongé de 6 mois à partir de fin octobre et avec un couvre-feu également très, très sévère.
Il y a la Catalogne qui a annoncé une réouverture partielle des bars et des restaurants, ce qui n'est pas le cas pour le reste de l'Espagne. Et pour ceux qui ont permis la réouverture, c'est une réouverture que jusqu'à 21 heures, avec que 30% de la capacité d'accueil qui pourrait être utilisée. Donc une réouverture tout de même très prudente. Et comme je vous l'ai dit, les chiffres commencent à nouveau à être mauvais en Espagne. En Italie, c'est la même chose. C'est le couvre-feu. Les lycées et l'enseignement supérieur se fait pour la plupart du temps à distance. D'ailleurs, comme en Grèce, les musées également sont fermés. En Belgique, nous assistons à un reconfinement général. En Angleterre, il y a eu également un reconfinement de prononcé jusqu'au 2 décembre. Et à partir du 2 décembre, ils ont permis à nouveau de supprimer quelques mesures restrictives. Mais encore une fois, il y a des mesures très fortes qui sont prises, et même plus fortes qu'en France, puisque par exemple, les foyers sont limités à 6 personnes à l'extérieur et interdites à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de recevoir du monde. En Irlande, de la même façon, il y a eu un confinement qui a été prolongé. Il y a les bars et les restaurants qui sont également fermés. Ces mêmes restrictions, nous les retrouvons en Allemagne, nous les retrouvons en Autriche, nous les retrouvons en Belgique, en Bulgarie et dans tous les États que vous pouvez voir sur la carte. Et à chaque fois, vous vous rendrez compte que les bars et les restaurants sont la plupart du temps fermés, et également les lycées et l'enseignement supérieur à distance. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté d'éviter le déplacement des foules. C'est-à-dire que si les lieux culturels étaient ouverts, eh bien forcément, dans certaines villes, il y aurait beaucoup plus de transports en commun qui seraient utilisés, des déplacements, peut-être aussi des déplacements dans un cadre privé, parce que lorsqu'on va au théâtre, eh bien, on va au restaurant, ou alors on mange chez les personnes avec qui nous sortons, et ça fait des déplacements de foule qui sont propices à la propagation du virus. Donc toutes les mesures qui sont prises ne sont pas des mesures de sanctions, mais ce sont des mesures de contrôle pour essayer d'arriver à limiter les cas dans les hôpitaux, à limiter les cas également dans les lits de réanimation, à permettre que les autres pathologies puissent être soignées, parce que si tous les lits sont remplis, eh bien, il y aura des déprogrammations de soins, ce que personne ne souhaite. Et donc une volonté d'arriver à maintenir le plateau, ou voire faire descendre la fameuse courbe des cas Covid, de manière à arriver dans de bonnes conditions au moment où on pourra avoir le vaccin et on pourra avoir à nouveau une vie normale. Donc toutes ces décisions sont dures, bien sûr qu'elles sont dures, elles sont au détriment de certains et de certaines professions. Elles sont difficiles parce que non seulement il y a l'impact économique que l'on ne peut pas ignorer, même si l'État met tout en œuvre pour essayer d'aider la plupart des acteurs économiques, mais c'est aussi un impact psychologique très fort, puisque beaucoup de personnes sont seules, parce que les plus démunis connaissent des situations très difficiles, parce que cela va créer davantage de précarité. C'est pour cette raison que différentes mesures également sont prises pour essayer d'augmenter les aides, mais je ne souhaite pas rentrer dans le détail des aides sur cette vidéo. J'essaie juste de vous montrer que ce que certains essaient de faire passer pour une spécificité française n'est pas du tout, et malheureusement n'est pas une spécificité française, mais c'est encore une fois dans tous les États que l'on retrouve les mêmes mesures, et également à l'extérieur de l'Union européenne. Vous pouvez retrouver les mêmes mesures en Asie, vous pouvez trouver les mêmes mesures dans les Amériques, vous pouvez prendre une ville comme Toronto où le confinement a à nouveau été prononcé, où il y a des interdictions de rassemblement privés intérieurs, et les contrevenants s'exposent à des amendes à des amendes de 750 $ canadiens, c'est-à-dire à 483 €. Donc évidemment, c'est une atteinte à la liberté de pouvoir voir qui on veut, de recevoir qui on veut. Mais pourquoi? Parce que c'est l'intérêt général qui doit vraiment prendre le dessus. Donc c'est toujours un juste équilibre entre nos libertés qui sont essentielles et tout le monde les voit comme telles, mais également les aspects sanitaires, mais également les aspects économiques et également les aspects sociaux. C'est pour cette raison que je trouve le fait d'avoir sauvegardé Noël, mais d'avoir prononcé à nouveau le couvre-feu pour le 31, me semble un bon équilibre, parce qu'on a tous envie de revoir nos proches, mais on ne peut pas se permettre d'avoir à nouveau une troisième vague mi-janvier ou fin janvier. Et encore une fois, il faut essayer de faire en sorte de pouvoir retrouver une vie normale le plus rapidement possible.
Sur les aides économiques également, ce que l'on peut voir, c'est que s'il y a bien des aides qui ont été mises en œuvre par la Commission européenne, dont bénéficient évidemment tous les États de l'Union européenne, les aides françaises sont bien particulières. Nous sommes, comme vous pouvez le voir sur les documents, nous sommes un des États qui est dont le plus les acteurs économiques, parce que nous pensons que si les entreprises arrivent à tenir jusqu'à ce que le marché puisse reprendre normalement, eh bien l'économie pourra repartir plus rapidement. Donc comme vous le voyez sur le document, nous ne sommes pas les meilleurs, entre guillemets, mais en revanche, ce ne sont pas le même type d'aide. C'est-à-dire que dans les autres États qui sont mieux classés que nous, en fait, c'est soit l'aide aux prêts garantis par l'État qui est favorisée, soit des reports de charges. Alors que nous sommes sur des aides directes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'argent qui est donné aux entreprises. Et ce qui permet de prendre en charge une partie du bail commercial ou qui permet de payer certaines charges. Donc ça, c'est quand même une spécificité française. Mais comme toutes les aides sont globalisées lorsqu'elles sont appréciées pour faire des statistiques, eh bien, nous ne ressortons pas les premiers, mais on peut être fier de ce qui est fait. C'est très courageux, c'est un endettement très lourd pour la France. Mais encore une fois, nous espérons que l'économie repartira plus vite. Et pour l'instant, la priorité, c'est d'essayer d'aider tout le monde. Vous voyez également un document que je vous soumets qui est le prix du vaccin. Alors pourquoi je vous parle du prix du vaccin? Parce que je n'arrête pas d'entendre que nous subissons le lobby des groupes pharmaceutiques. Or, un vaccin, ce n'est pas très cher. Et pour les groupes pharmaceutiques, ce n'est pas le plus intéressant. Pourquoi? Parce que les groupes pharmaceutiques préfèrent investir sur des traitements sur du long terme plutôt qu'un vaccin que l'on fait une fois ou deux fois, voire trois pour qu'il soit vraiment, pour qu'il réussisse. Mais toutes ces personnes qui, encore une fois, qui développent des thèses complotistes en disant le lobby des groupes pharmaceutiques, pardon, qui sont omniprésents, etc., etc. Là, pour la Covid, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment pas en parler. Et ceux qui le font en mauvais escient. Et encore une fois, cela dénature l'objectif que nous recherchons tous, c'est-à-dire de nous sortir de cette crise sanitaire. Sur l'efficacité des vaccins, je tenais également à vous transmettre ce document. Donc, comme vous pouvez le voir, le taux d'efficacité est assez bon. Il est entre 70 et 90% selon la marque, entre guillemets. Mais en fait, ce qui fait le taux de réussite du vaccin, c'est le nombre de fois qu'il est injecté. C'est-à-dire que lorsqu'il est injecté qu'une fois, on va avoir un taux de 70-71%. Lorsqu'il y a plusieurs doses qui sont injectées, on a un meilleur taux de réussite du vaccin. Alors oui, il y a des effets secondaires, mais comme tout vaccin, ni plus ni moins. Non, il n'y a pas de changement d'ADN. Je pourrais également vous transmettre des études scientifiques qui ont été faites sur ce sujet. On peut vraiment faire confiance à nos chercheurs, à nos scientifiques. Pourquoi est-ce que nous, en France ou dans l'Union européenne, ça arrive un peu plus tard? Eh bien parce que nous respectons les protocoles, comme toute forme de médicament, comme toute forme de vaccin, ce qui me semble plutôt rassurant. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce vaccin et au développement qui en est fait dans l'Union européenne et particulièrement en France. Et maintenant, sur les 2-3 phrases qui m'ont choqué, voire déçue, que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Alors la première, c'est une phrase du ministre Véran qui, lors de sa dernière intervention publique, a dit « Se faire tester avant Noël est dangereux ». Donc oui, il l'a dit. Cette phrase est tournée en dérision sur tous les réseaux sociaux. Je trouve ça inconscient. C'est inconscient, pourquoi? Parce que si le ministre a tenu de tels propos, c'est parce que lorsque vous vous faites tester à un moment T, et si vous êtes négatif, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas porteur de la Covid. C'est-à-dire que vous allez aller à votre réveillon de Noël en pensant que vous êtes négatif, en croyant que vous n'avez pas la Covid, vous allez forcément mettre de côté les gestes barrières,
alors que vous êtes peut-être positif parce qu'il y a le temps d'incubation. Donc, si vous avez attrapé la Covid la veille, votre test va être négatif, vous n'allez pas faire attention et vous allez contaminer les personnes. C'est pour cette raison que le ministre Véran a tenu ces propos, qui sont des propos fondés, qui sont des propos au contraire très prudents, pour dire attention, vous n'allez pas dans toutes les centres pour faire les tests le jour même, parce que ça ne voudra rien dire et ça ne sera pas révélateur. Et si vous êtes positif, cela veut dire qu'il faut que vous ne sortiez pas. Est-ce que vous n'allez vraiment pas sortir le soir du réveillon? Ce n'est pas sûr. Donc, il faut continuer à tester comme on le fait aujourd'hui, de façon prudente. Il faut faire attention aux cas contacts. Mais en effet, le ministre Véran a tout à fait raison. Se faire tester avant Noël est dangereux et ça peut mettre encore une fois en danger les personnes les plus vulnérables que l'on protégera moins, pensant que nous n'allons pas les contaminer. J'ai lu aussi sur d'autres pages le fait que la suppression de nos libertés se paiera dans la grande menace. Donc bien sûr qu'il y a une restriction des libertés, bien sûr qu'il y a des restrictions de notre liberté d'aller et venir, de notre liberté de travailler, de notre liberté d'entreprendre, bien sûr qu'il y a une restriction, mais elle est ici et elle est partout. Mais elle est essentielle et elle est surtout, il est plus important aujourd'hui de restreindre ces libertés pour protéger une autre liberté fondamentale, c'est le respect c'est le droit à la vie et surtout le droit d'être protégé, de protéger les autres. Donc ce type de phrase, encore une fois, à mon avis, n'est pas nécessaire et surtout ne sert à rien. De la même façon, je vois également respectons les consignes et nous jugerons plus tard. Vous savez, nous sommes face à un virus qui n'est pas connu, dont on ne connaît pas l'évolution. Les politiques s'appuient sur les scientifiques, ce qui me semble plutôt normal, mais les scientifiques évoluent aussi au fur et à mesure dans leur raisonnement par rapport à la connaissance du virus. Donc, il est normal qu'il y ait dans le même temps des décisions politiques qui évoluent également et qui s'adaptent à ce que l'on apprend tous les jours. Donc, c'est toujours ces messages qui sont sournois, ces messages qui laissent entendre une certaine suspicion. C'est ces messages que voilà, que je souhaitais condamner ce soir devant vous. Alors, je pourrais en donner beaucoup d'autres, hein, puisque vous les voyez comme moi. Mais c'est juste pour dire, je crois que s'il y a un moment où on doit tous être solidaires, s'il y a un moment où il faut essayer de travailler ensemble et d'aller tous dans le même sens, c'est maintenant. Et ce type, encore une fois, de réflexion, d'intervention ne sert strictement à rien. Donc, pour ma part, je continuerai à vous donner des informations sur ma page Facebook comme je le fais régulièrement, que ce soit au niveau des aides ou autres. N'hésitez pas à me contacter avec mon équipe. Nous sommes toujours à votre disposition pour répondre le plus vite possible. Alors, je suis désolée parce que parfois, il y a un peu d'attente dans vos dossiers, mais bon, nous sommes un peu submergés par les demandes. Mais bon, je suis là pour ça et nous sommes là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Et je reviendrai bientôt vers vous pour vous souhaiter, je l'espère, de belles fêtes de fin d'année. Bonne soirée.